petits récoltes de chaque jour. C'est-à-dire, on a la communauté mixte des plantes, c'est-à-dire il y a plusieurs plantes associées et qui couvrent le sol, donc faire les feuillages, c'est-à-dire couper juste le bout des feuilles, la moitié des plantes, mais pas entièrement. On n'arrache pas les plantes, on prend juste des petites feuilles, les bourgeons, les fleurs, coupe la moitié de tige, etc. Donc comme ça, on prend chaque jour des petits récoltes très divers. Et entre-temps, on met des petites gestions des herbes envahissantes et il faut rajouter aussi des semences et les jeunes plants. Donc en principe, on a les récoltes de chaque jour entre lesquels on mélange le travail assez léger d'entretien. Voilà. Donc comme total de productivité, ce qui est donné avec l'agriculture conventionnelle, c'est un rectangle en violet comme ça. Donc on a vraiment les surges de productivité aux saisons de récolte, mais pour le reste du temps, c'est zéro. C'est juste le coût d'entretien qui s'accumule. Et par contre, pour la synécoculture, c'est un rectangle vert, c'est-à-dire on a tout le temps les petits moyens de récolte tout au long de l'année. Et voyez la différence de surface entre le conventionnel et la synécoculture, que si on fait l'intégrale tout au long de l'année, la synécoculture, ça peut bien être supérieur. Et si vous êtes plutôt bien à la géométrie, ce serait plus facile à comprendre avec ces trois dimensions. Donc là, j'ai mis la croissance des plantes individuelles qui est bien sûr maximisée dans la monoculture. On a le maximum de récoltes possible physiologiquement, mais par rapport à la fréquence de récolte, c'est limité par exemple à 2-3 saisons chacun de manière synchronisée. Donc c'est très bas la fréquence. Et aussi la densité de culture est aussi limitée parce qu'on est dans la zone de compétition. On ne peut pas vraiment serrer les plantes dans les cultures mixtes, c'est juste un monoculture. Donc ça donne le volume de cette cube qui représente la productivité conventionnelle. Et par contre, la synécoculture, la productivité de chaque plante reste assez petite, disons très petit, parce qu'on ne met pas les fertilisants, on ne contrôle pas l'environnement, c'est laissé faire par l'optimisation écologique. Mais par contre, par l'éclaircissage des communautés, en récoltant des petites feuilles, des fruits, etc., on a assez de fréquences très élevées par rapport au système conventionnel. Et aussi, on a la densité de culture qui peut être très haute. Donc, c'est bien pour lutter surtout contre l'aridité, contre la désertification, mais aussi contre le manque de nutrition dans le sol aussi. Donc, ça donne ces sortes de cubes assez biaisés de cette manière à gauche. Mais s'il veut considérer le volume, ça peut bien être supérieur. Si on maîtrise bien, ça peut bien être supérieur que celle de système conventionnel. Voilà, donc je vais passer un peu rapidement aux résultats au Japon. Je vous ai raconté hier qu'on a vendu pendant 4 ans par l'adaptation diversifiée 80 sortes de produits à partir de 200 plus d'espèces introduites sur 1000 m² dans le sud du Japon. Et voici quelques images et les listes de ces récoltes. Alors, qui se résume par rapport aux sommes de vente, 2 fois plus de productivité et 5 fois plus de rentabilité, c'est-à-dire en substituant les coûts éventuels pour la gestion, on a gagné 5 fois plus que le système conventionnel, rien qu'à partir de 1000 m² au Japon. Et tout ça, c'est le fait d'adaptation diversifiée, c'est-à-dire que si vous regardez dans ces figures, les cercles qui représentent la productivité, donc le volume de récolte de chaque plante, mais comme le diamètre est différent, c'est très varié. Et vous voyez aussi que cette espèce avait la récolte dans cette saison, mais après il n'y en a pas. Mais ça revient à cette saison de manière assez irrégulière, mais après ça disparaît, mais ça revient ici. De même, cette espèce, c'était bien récolté ici, il y a un petit pause, après ça revient, mais ça ne revient pas régulièrement, c'est de manière assez irrégulière. Donc c'est comme l'investissement de stock, vous ne pouvez pas prédire quand ça revient, mais si vous avez assez de diversité de portefeuille, vous pouvez en gérer quand même.
Alors, ceci dit, quand je parle d'agronome, on dit souvent, mais quand on a beaucoup de fluctuations dans la productivité, comment on gère? Est-ce que ça peut être rentable? Il y a des jours où on produit plus, des jours où on ne produit pas. Comment on peut être rentable par rapport à ça? Et je peux dire que par rapport à la fluctuation, c'est vrai que la synécoculture, il y a beaucoup de fluctuations par rapport à chaque espèce, c'est-à-dire dans cette figure, l'axe horizontal à droite, c'est la fluctuation, tout ce qui est dessiné en vert, c'est les données de trajectoire temporelle de synécoculture. Et l'axe vertical, c'est le taux de coût divisé par productivité, c'est-à-dire le taux de coût en général, combien on réinvestit pour maintenir la culture. Et donc, la synécoculture commence par ici. On met beaucoup de semences qui augmentent le coût initial par rapport au système conventionnel qui est cité par exemple ici. Mais ça baisse tout de suite et ça reste plus ou moins par rapport à une bonne maîtrise bien sûr de l'écosystème. Bien que la fluctuation est très haute, on peut maintenir le taux de coût plutôt bas pendant la gestion. Et par contre, le système conventionnel qui commence ici peut augmenter facilement le coût face au changement climatique. Et quand on a beaucoup plus d'investissement pour stabiliser la culture, et ça va rentrer dans cette zone jaune, bien que c'est stabilisé par rapport à la fluctuation, on a plus de coûts élevés. Voilà. Donc conventionnel, la productivité est stable, mais le coût augmente face au changement climatique. Et pour la synécoculture, il y a une autre fluctuation pour chaque produit, chaque espèce, mais au niveau de communauté, c'est stable et le coût peut être diminué au niveau des communautés aussi. Alors, encore plus pour le profit et le coût de gestion. Cette fois-là, c'est de synécoculture. Ici, vous avez l'axe de prix pour la productivité et le coût. Donc, tout ce qui est vert, c'est la productivité, la distribution un peu qui augmente de manière linéaire comme ça. Et tout ce qui est coût, c'est en rouge, donc il reste plutôt en bas. Donc, ceci dit, quand il y a plus de diversité des produits, ça donne plus de productivité, le profit. Au niveau de l'argent, je parle, au niveau de vente, mais par rapport auquel le coût reste plus ou moins constant, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment besoin de mettre le coût additionnel pour la gestion de plus de diversité. Ok, alors cette fois je parle de la réaction de culture par rapport au changement de climat, c'est-à-dire les paramètres, les conditions environnementales, par exemple la fluctuation de température, l'ensoleillement et les précipitations. Et l'axe horizontal, ça représente la variance de température, par exemple, combien ça fluctue pendant un mois. Donc, si vous allez plus à droite, il y a plus de changements de température, d'ensoleillement, de précipitation. Et si c'est à gauche, c'est moins de changements. Et par rapport auquel on a l'axe vertical qui donne les diversités de produits, c'est-à-dire les nombres de produits qu'on a vendus de notre ferme. Et tout ce qui est les points et les lignes rouges, c'est en ce qui concerne la température. Donc, quand on a plus de changements de température, ça fait augmenter de cette manière linéaire le nombre de produits. Ceci dit, quand on a plus de fluctuations de l'environnement, la communauté de synécoculture s'adapte et donne plus de diversité de produits. Et ce qui est pareil pour l'ensoleillement aussi, quand on a les jours avec les nuages, quand on a tout le temps le soleil, etc., si ça fluctue d'une manière assez large, ça donne aussi l'augmentation des nombres de produits. Donc, ceci dit, notre système est très adaptif au niveau de changement climatique. Et pour la pluviométrie, donc la précipitation, il n'y a pas de corrélation, c'est-à-dire quand il y a la sécheresse, on n'a pas vraiment l'inondation, mais quand il y a la pluie forte, etc., la communauté ne change pas, la diversité des produits ne change pas, c'est-à-dire aussi qu'on est assez résistant à ces sortes de changements
de variance de pluviométrie. Voilà, c'est un peu ça qu'on a comme évidence scientifique. Et j'essaie de faire un petit résumé ici. Quand on met la culture en polyculture mixte de haute densité avec par exemple 200 espèces comestibles d'un millimètre carré, bien sûr ça augmente la biodiversité qui sert à rétablir l'auto-organisation de l'écosystème, en sens de synécologie. Et ça augmente la qualité du sol, et pour protéger cette qualité du sol, on ne peut pas introduire le labourage parce que ça détruit cette structure qui est formée dans le sol. Donc, je parle de manière un peu restrictive, sans labourage, mais le vrai but, c'est pour protéger la structure et la qualité du sol qui est fait par cette introduction de biodiversité. Et qui donne la croissance au niveau de communauté, pas à chaque plante individuelle, parce que chaque plante reste petite dans la sylviculture, mais au niveau de communauté, ça devient une forêt riche et qui abrite beaucoup d'espèces d'insectes et des animaux, surtout les oiseaux, et qui nous rend la gestion possible avec sans fertilisation. Et comme on a les chaînes alimentaires développées dans notre champ, qui donnent aussi les fertilisants naturels dans notre champ, pour protéger ça, il ne faut pas faire les traitements chimiques. C'est bien évident et c'est déjà introduit dans l'agriculture conventionnelle également. Mais là, pour nous, ça vient en dernier, en fait. Donc, tout ce qui est l'auto-organisation d'écosystèmes, on doit protéger. Et pour ça qu'on adopte le principe de sans labourage, sans fertilisant, y compris les matières organiques bio, sans chimique dans la sylviculture. Et il y a d'autres évidences qui soutiennent cette hypothèse, cette formalité de la sylviculture, mais pour l'instant, je m'arrête ici. Et je vais passer un peu vite au change à venir au Japon. Parce que je viens de présenter le résultat au Japon jusqu'à présent. Et je vais aussi parler quelques concepts sur l'avenir. Et je vais ainsi passer à André pour le résultat à Burkina Faso. Donc, quand on regarde les systèmes traditionnels et existants de l'agriculture, par exemple ce qu'on appelle JIAS, qui occupe la moitié de la région de Ishikawa au Japon, donc c'est très grand. Des milliers de kilomètres carrés au Japon, qui est protégé par UNESCO en fait, par sa valeur protective de biodiversité. Donc c'est un bon exemple de l'agriculture naturelle, organique, bio. C'est un ensemble de tout ça. Et par rapport auquel on a par exemple 170 espèces, au niveau d'espèces on a plus ou moins 170 espèces comestibles cultivées dans cette région. Et à peu près 700 variétés. Voilà. Et on peut en dire que parmi notre champ sylviculture, si on converge par exemple 3 fermes qui donnent la surface de 3000 mètres carrés, attention, c'est pas kilomètres carrés, c'est 3000 mètres carrés, qui est beaucoup plus petit que cette région, ça peut déjà abriter presque double le nombre des espèces comestibles par rapport au système traditionnel. Et au niveau de variété, ça peut aller encore plus. C'est un peu les figures un peu vieux qu'aujourd'hui on a encore plus. Donc vous voyez la valeur de conservation de la sylviculture, surtout en ce qui concerne la biodiversité des espèces comestibles. Et j'essaie d'aller encore plus loin. Et je mets le cible d'action cette année qui s'appelle projet 1000 millième, c'est-à-dire d'introduire 1000 espèces comestibles dans 1000 mètres carrés. Voilà. Donc c'est un challenge de créer le point chaud, le hotspot de biodiversité le plus intensif dans l'histoire de... Donc si on parle de hotspot biodiversité, on parle toujours de l'Amazonie, les forêts de Bornéo en Asie, etc. Mais vous verrez bien, le hotspot le plus haut de biodiversité, ça peut exister à Tokyo. Voilà. Donc j'ai introduit plus ou moins 400 espèces comestibles cette année qui
qui correspond à 1000 variétés, encore plus, dans 120 mètres carrés, parce qu'on n'a que petit terrain à Tokyo. Et j'ai créé ces sortes d'écosystèmes. Donc à l'apparence, ça a l'air d'un petit forêt sympa, mais dans lequel j'ai mis 400 espèces. Vous voyez bien, ça fait une petite maison comme ça. Et si on visualise les données qui est à côté dans les champs de sinicoculture au Japon, on a par exemple ces réseaux vraiment complexes avec des centaines de milliers d'éléments qui font l'interaction. Vous voyez vraiment la complexité de cet hotspot, le point chaud de biodiversité qui est fait par la sinicoculture. Et je peux encore aller plus loin avec ce projet 1000 milliards. Voilà, quelques petites images des papillons qu'on a observés dans les champs de sinicoculture. Et on a bien sûr les insectes rares qui sont observés dans l'exploitation même à l'intérieur de sinicoculture, y compris une espèce qui est classée dans la liste rouge. Donc, c'est-à-dire c'est une espèce qui est en voie d'extinction au Japon, mais le champ de sinicoculture arrive à nourrir ces insectes et protéger tout en gardant notre productivité. Donc, tu peux dire la sinicoculture, on peut créer les écosystèmes qui est un sens de biodiversité plus valable. Ça peut être plus valable que de simple préservation. Donc, au lieu de laisser vraiment à l'état naturel, à l'abandon, on peut bien introduire la sinicoculture pour ajouter des valeurs au niveau de biodiversité. Voilà. Et pour l'instant, j'essaie, au niveau de Sony CSL, j'essaie de collaborer avec plusieurs fermes au Japon. C'est un peu difficile. Ah, ça revient. Merci. Il y a plusieurs fermes. En bleu, c'est un peu difficile à voir du nord jusqu'au sud de l'île principale du Japon. C'est notre champ principal en fait. Et on est aussi en train d'embarquer aux îles de sud-ouest parce que ce sont des petites îles qui sont isolées du développement agriculturel et qui ont besoin aussi beaucoup de soutien de sinicoculture parce qu'ils ont besoin de préserver l'écosystème du littoral. Alors, dans les îles du sud-est du Japon, qui est le climat plutôt subtropical, on abrite une très haute variété de biodiversité parce que on peut introduire des espèces de zones tempérées mais aussi de tropicales. On peut bien tester les mangues par exemple aussi qui poussent plutôt bien dans les zones tropiques mais qui poussent aussi dans les subtropiques. Donc voici quelques images de la côte et notre challenge fondamental ici c'est d'établir la sinicoculture bien sûr sans labourage, sans fertilisant, sans traitement chimique, mais aussi sans semences et plants commerciaux. C'est-à-dire tout ce qui est produit comme semences commerciaux au Japon, la plupart c'est le F1, qui ne donne pas les graines par exemple à la prochaine génération, et qui est difficile à produire. Donc on essaie de prendre beaucoup de variétés locales. Ça ressemble à kiwi, mais ça s'appelle kiwai. J'ai pas connu jusqu'à... J'ai fait l'édition française de ce manuel, mais il paraît qu'en français ça s'appelle kiwai. C'est très similaire à kiwi, mais c'est une variété locale au Japon. Et aussi, il y a des bananes de variété locale aussi, des guavas, des mangues, aussi des papayes que j'ai pas mis dans ces photos, mais qui seraient vraiment des espèces compatibles ici dans le pays africain et au Japon. Voilà. Et tout ça pour protéger la mer qui entoure ces petites îles. Et ça, c'est quelques images que j'ai prises dans les îles, qu'il y a l'exploitation de canne à sucre qui est subventionnée par le gouvernement, mais qui fait couler les sédiments et les fertilisants dans l'écosystème maritime et qui perturbe beaucoup. Et on a par exemple les espèces de molluscus vénéneux qui est monté sur la plage. C'est déjà mort, mais c'est très dangereux parce que si on marche là-dessus, c'est très dangereux. Et ces phénomènes-là, c'est pas, selon les locaux, ce ne sont pas observés pendant au moins 30 ans, 50 ans en avant. Donc il y a vraiment le changement d'écosystème ici. Et on peut bien sûr voir clairement déjà à partir de fenêtres d'avion
si vous prenez l'avion à ces îles, on peut déjà voir qu'il y a vraiment des sédiments qui sont courus dans ces écosystèmes, dans un système d'eau, et qui endommagent vraiment notre ressource de pêche. Voilà. Donc, je veux vraiment introduire cette dimension cycle de terre et mer par la sylviculture afin de réaliser la préservation, mais aussi l'augmentation des écosystèmes terrestres et maritimes. Voilà. Et au niveau de l'altitude, le Japon est bien situé. Avec tout ce qui est la collaboration avec son ICSL, je peux couvrir pas mal d'altitudes, je situe des zones importantes pour l'agriculture, mais bien sûr, vous allez suggérer qu'il manque des zones arides en rouge comme ça, comme ici. Et c'est bien pour ça aussi que j'ai le plaisir d'avoir la collaboration avec Afidra et surtout l'expérience au Burkina Faso. Donc je m'arrête ici et je vous remercie.